Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h GMT. Vendredi 29 janvier 2021, porte d'Auteuil à Paris, où est située l'ambassade du Cameroun en France, et pendant une dizaine de minutes, le temps a suspendu son envol. L'ambassadeur, tout le personnel diplomatique et consulaire du Cameroun en France, ainsi que les usagers présents dans les locaux de l'ambassade du Cameroun avaient choisi, dans une cérémonie certes brève et empreinte d'une très forte émotion, de rendre hommage aux 53 morts du terrible accident survenu 2 jours plus tôt sur la falaise de Foréké-Tchang. Alors que des voix continuent de s'élever pour s'étonner de la non-instauration d'une journée de deuil national en mémoire de la cinquantaine de Camerounais décédés calcinés, le gouvernement, par certains de ses membres, multiplie les descentes sur le site. Le 31 décembre, soit 4 jours après le drame, le ministre des Transports arrivait sur les lieux, suivi le lendemain par son homologue de l'administration territoriale pour implanter 2 plaques sur lesquelles on peut lire « Ici, 55 morts, RIP ». Rest in peace, attention, danger. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Drame de Tchang, le silence du gouvernement. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Sop Amine Foudieu. Bonsoir, Sop. Bonsoir Serge Alain. Et bienvenue sur le plateau, meilleurs vœux. Hein. Merci. Nous sommes déjà en février. Hein. Non, c'est vrai, meilleurs vœux parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu sur les plateaux d'Equinox Soir. Oui. C'est vrai que les dernières fois que j'étais sur le plateau d'Equinox Soir, c'était en tant que membre de la société civile. Oui. Donc je reviens cette fois-ci. Maintenant, vous n'êtes plus membre de la société civile. Non, je reviens cette fois-ci totalement comme militant. Oui. Voilà, au sein du PCRN. Pourquoi ce choix? Tout simplement. Pourquoi pas le PURS? Tout simplement parce que le PCRN a donné toutes les gages et les garanties de ce que l'alternance se fera par le PCRN. Nous avons vu de 2017 à 2021 toutes les réalisations qui ont été faites. Aujourd'hui, on est devenu la quatrième, si ce n'est la troisième force politique au Cameroun. Et cela s'est fait en moins de 2 ans ou en moins de 3 ans. Et la façon avec laquelle nous sommes en train de nous organiser et de travailler va faire en sorte que d'ici 2024-2025, nous soyons véritablement la force de l'alternance. Ok. Voilà. Bienvenue dans l'arène politique, le landerneau politique à mon. À côté de vous, Serge Gauthier Onanina, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes populations de 8, PK8 à PK14, à celle d'Ombessa, de Bokito et du reste du Mbam et Inubu. Voilà, Serge Gauthier Onanina, responsable de la communication au bureau national. Hein. Du PURS, tout à fait. Au niveau national. Tout à fait. Le PURS. Le PURS, voilà. Peuple uni pour la rénovation sociale. Il est important de le rappeler, de Serge Espoir Matomba. Voilà. Albert Natola ici, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain Auto. Je salue mes co-panélistes. Je salue vos nombreux téléspectateurs. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde. Voilà, je reste avec vous, Albert Natol. Est-ce que vous pensez que le Cameroun s'est suffisamment indigné sur ce qui s'est passé à Tchang le 27 décembre, sur ces 53 morts? On parle de 55 déjà. Écoutez, ces gens-là, je ne sais pas si s'indigner va ramener, n'est-ce pas, les défunts à la vie. Je voudrais m'en tenir à votre thématique, à savoir le silence du gouvernement. Oui. Parce que s'indigner, ça ne va pas les ramener à la vie. Tout le folklore qu'on peut faire autour de cette disparition, ça ne résout pas le problème. Maintenant, pour revenir à la thématique, vous avez dit le silence assourdissant du gouvernement, comme ça. Je voudrais vous rappeler que le 27 janvier dernier, je crois que c'est le jour ou la nuit de ce drame, le ministre des Transports a commis un communiqué de presse, justement
dans lequel, justement, à travers lequel il informe l'opinion nationale, justement, de cette camp. Et il a énoncé un certain nombre de victimes, notamment 53 victimes, des blessés, je crois 23 blessés, qui étaient admis aux hôpitaux, les hôpitaux de proximité. Notamment de ce côté-là, il est indiqué également qu'il y a eu, c'était une collision entre un bus de voyage, un bus de transport interurbain, notamment Menoua Voyage, et un camion. Il y a, je crois, non, un camion transportant des liquides inflammables. Et je pense qu'à la suite de cela, à la fin de ce communiqué, il indiquait qu'il y a une enquête qui a été ouverte par les instances judiciaires compétentes. Bon, je pense que de ce point de vue, pour revenir à votre thématique, le gouvernement a commencé à parler, puisqu'il ne peut que parler lorsqu'il y a, à la suite des conclusions ou des rapports d'enquête. Donc, est-ce qu'il y a un schéma codifié à travers lequel le gouvernement doit pouvoir s'exprimer? Je pense que... Parole du gouvernement qui parle très souvent. Moi, je pense que le gouvernement s'est déjà exprimé à travers le ministre des Transports. Ah, c'est comme ça maintenant? Vous permettez? Je pense que le gouvernement s'est déjà exprimé à travers le ministre des Transports, notamment déjà en annonçant le nombre de victimes, le nombre de blessés, la suite, c'est-à-dire les enquêtes judiciaires. Je voudrais quand même vous rappeler, ces gens-là autour, que le gouvernement peut avoir plusieurs voies de communication. D'abord, par voie de communiquer, comme ça a été le cas avec le ministre des Transports, et ensuite, de manière directe, à travers le porte-parole qui est le ministre de la Communication. Je ne suis pas certain, je ne sais pas s'il y a une autre voie de communication en dehors de ces voies-là, en plus des réseaux sociaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement s'emprête, parce que je voudrais quand même vous rappeler que dans d'autres contextes, le gouvernement a été un peu proactif, je veux dire, c'est en principe de communiquer sur certains événements qui ont été critiqués justement par l'opinion publique nationale, notamment certains politicards, permettez-moi le terme, qui ont commencé à... J'assume mes propos. Parce que nous avons la mauvaise manie dans le contexte camerounais de toujours récupérer, même les événements macabres, on a tendance à les récupérer pour les transporter dans l'espace politique. Donc je pense que le gouvernement, dans d'autres circonstances, a eu justement à communiquer dans des événements malheureux. Et nous avons été quelquefois les premiers, quand je dis nous, je ne parle des médias, nous avons été les premiers à critiquer l'empressement du gouvernement à communiquer avant de manière inopportune. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement prend le recul en attendant les conclusions de l'enquête en cours, on ne peut pas lui faire un procès que j'ai envie de qualifier un procès, n'est-ce pas, non, pas de sorcellerie, non, un procès de taciturne, voilà, un procès de ce genre. Donc je crois qu'il faut mettre un bémol. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter de polluer l'espace politique avec tout et n'importe quoi. Ça, c'est mon point de vue. Pour terminer mon propos, je voudrais quand même indiquer une chose. C'est que, peut-être qu'on en parle tout à l'heure, parce que moi, je m'offusque de tout temps de ce que j'appelle les indignations sélectives. Parce que j'ai lu tout et n'importe quoi, notamment sur Facebook, où on a dit c'était indignés, entre guillemets, des circonstances, et c'est que non, ce camion qui transportait cette marchandise certainement illicite et peut-être illégale, d'origine illégale, était convoyé par 2 gendarmes et que ça a traversé plusieurs barrières à la fois de police, de gendarmerie et de douaniers. Mais c'est parce que ça s'est mal terminé qu'aujourd'hui on s'indigne. Mais quand ça se passe très bien, les mêmes personnes, les mêmes gens qui font le procès, n'est-ce pas, de l'absence de contrôle ou de cette complaisance, de ce laxisme, utilisent un autre langage, un autre vocabulaire. Je voudrais ici prendre à témoin le cas, n'est-ce pas, je me rappelle, vous avez, dans le cas de cette tribune, tenu un débat sur les NAM, notamment pour ce qui concernait le clientélisme, la corruption là-bas. Mais les mêmes gens se sont indignés.
Mais curieusement, c'est les mêmes gens qui cherchent même le réseau de corruption, de clientélisme, pour placer leur progéniture. Donc, je peux dire que lorsque ça se passe très mal, là, on s'est dit, mais lorsque la police fait généralement son travail, je voudrais prendre un cas. Moi, j'aime toujours prendre les éléments factuels. Il y a environ un mois, plus d'un mois, il y a un camion qui sort de Yabassi. Ça transportait la ferraille. Vous savez que c'est une marchandise très prisée qui transporte la ferraille et qui est interpellée par les éléments du GMI numéro 2 au niveau de Pécaneuf. Pendant que ce camion est interpellé à Pécaneuf et qui ne transportait pas seulement de la ferraille, mais à l'intérieur de cette ferraille, dans cette ferraille, on retrouvait les climatiseurs, les rails. J'ai pas de PK9 sur ma douane. Non, les climatiseurs qui sont dans... Les climatiseurs, oui, c'est des climatiseurs. Ça dit que vous savez qu'il y a c'était fonctionnels, ils sont fonctionnels je ne sais pas si c'était fonctionnel. C'est la ferraille. Apparemment c'était la ferraille. C'est ce qui était indiqué que c'était la ferraille. Vous retrouvez là-dedans les rails. Les rails. Alors, pendant que justement les éléments du GMI numéro 2 qui avaient suivi cette camion depuis très longtemps étaient en train justement de le convoi du côté du PC du GMI numéro 2, il y a un coup de fil qui est arrivé parce que j'ai été quand même curieux parce que je ne suis pas très loin de là. Eh bien, il y a quand même un coup de fil qui est arrivé pour justement demander aux ces éléments de laisser ces camions passer. Bon, avant, écoutez, qui avait intérêt à passer un coup de fil aux policiers qui étaient qui faisaient leur boulot justement. Ouais. Ça veut dire que le propriétaire de cette marchandise, de ces camions, a passé un coup de fil quelque part. Donc, si le même camion avait terminé sa course ailleurs, on serait en train de... Non, écoutez, moi je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Tout le monde a le droit et le devoir de s'incliner devant la mémoire de ces innocentes victimes, mais en même temps, il y a une échelle de responsabilité. Ok. Voilà. Ça peut durer pour vous, comme il a dit Albert Anatole. Le ministre des Transports s'est exprimé. Ça suffit? Je voudrais dire que on ne saurait dire si le communiqué ou si dit communiqué ou si le communiqué du ministre de la Communication suffirait. Tout ce que nous constatons, c'est qu'il y a eu un drame et les cœurs sont meurtris, les gens portent le deuil et chacun essaie de s'exprimer du mieux qu'il peut face à la situation. La preuve, les ministres, il y a à peu près 6 ou 7 ministres qui se sont mobilisés selon leur disponibilité pour apporter un peu leur soutien ou leur compassion ou exprimer leur compassion. Mais je voudrais juste relever que nous ne sommes pas à l'abri d'autres situations pareilles parce qu'il me souvient que très récemment il y avait un bus qui partait de Fumban pour Yaoundé, je pense que c'était Ndiki qui a dévalé et on a encore eu je pense que c'était une trentaine de morts de ce genre. Voilà, nous portons encore le deuil de cette situation que la falaise de Tchang. 26 décembre. Voilà, que la falaise de Tchang revient encore sur la table avec une situation encore beaucoup plus grave et nous avons toutes les raisons de craindre à ce que la situation s'empire encore. Je voudrais juste ici dire que les responsabilités sont à plusieurs échelles. Le premier niveau, il faudrait évoquer ici la responsabilité de l'État. L'État qui aujourd'hui n'a pas construit ou bien mis la priorité sur des infrastructures routières qui peut permettre aux différentes populations de vaquer à leurs occupations et qui peut permettre à l'activité économique d'être suffisamment dynamique, dense et fluide, parce qu'il faudrait vous rappeler qu'au même moment que les gens... Ne sortons pas du débat. Le problème est, c'est clair, le silence du gouvernement. Pour Albert Anatole ici, il pense que le gouvernement s'est exprimé déjà à travers le communiqué du ministre des Transports.
J'étais en train de dire... on n'est pas au niveau des responsabilités, on a déjà évoqué ça. Je veux dire maintenant sur l'indignation... Je veux dire que si... Ou bien l'indifférence. Si on veut à tout prix invoquer uniquement l'indignation, la réaction du gouvernement, on va aussi passer à côté de quelque chose de très essentiel qui est aussi la part de responsabilité de l'usager de la route. Je ne saurais dire que le gouvernement n'a pas suffisamment réagi. Il suffit seulement juste qu'un ministre commette un communiqué ou fasse une déclaration, une sortie, que c'est déjà suffisant pour que le gouvernement ait réagi. Et jusqu'à présent, nous avons 6 à 7 ministres qui ont déjà réagi, tant à partir du communiqué du ministre du Transport que les différentes descentes que chaque ministre a fait en fonction de son domaine de compétence, parce que je voudrais rappeler que le ministre de la Santé s'est rendu dans les hôpitaux pour assister les différentes victimes qui étaient encore là. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas réagi. Le gouvernement a réagi, le gouvernement est indigné. Mais ce que je suis en train d'insister à dire, c'est que cette indignation risque de ne pas s'arrêter là. Parce qu'après les morts de Ndiki, nous avons maintenant les morts de Tchang. Il faudrait que nous craignions à ce que la situation, en fait, que d'autres hécatombes de ce genre n'arrivent. Donc nous nous attendons pas seulement à l'indignation du gouvernement. Posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la saignée sur nos routes? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Parce que nous savons déjà que le gouvernement, sur le plan des infrastructures, a failli. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer la situation? Donc je pense qu'il serait peut-être plus important, plus indiqué pour nous d'évoquer ce fait, d'évoquer le fait que les usagers doivent prendre conscience du fait que nous avons un énorme déficit d'infrastructures et lors de l'accident, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de passagers que de places disponibles dans le bus. Quand il y a eu l'accident à Tchang, on se retrouve en faisant le total de décès, le total de victimes. En fait, on se rend compte qu'il y a eu davantage plus de personnes dans le bus que de places disponibles. C'est-à-dire on est à 80 personnes à peu près pour un bus de 70 places. En précisant que les bus de 70 places, c'est des bus qui généralement viennent souvent peut-être à 50, 60 places et on force pour ajouter 10 autres places. En plus de ça, on ajoute. Et il faudrait aussi questionner le fait de savoir pourquoi un camion qui n'a pas les dispositions nécessaires pour transporter un liquide aussi dangereux s'est retrouvé en train de transporter du carburant que certaines informations disent aujourd'hui d'illicite ou d'illégal. Quel était l'état de ce camion? Et je dirais certainement que c'est un camion qui a traversé les visites techniques. Comment est-ce que la visite technique a laissé passer un camion qui a des freins défaillants? Bon, je vais laisser ça, je vais aussi questionner les différents responsables, que ce soit du ministère du Transport ou de la Gendarmerie nationale qui a... Nous avons déjà évoqué tout ça, après l'accident, on a déjà évoqué tout ça, la thématique est bien claire. Aujourd'hui, on se questionne parce que ce qui revient, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, 53 morts, est-ce que ça ne mérite pas une journée de deuil national? C'est ça la question. Pour l'instant, le gouvernement a réagi et je ne pense pas que les réactions se sont arrêtées à ce moment. Pour l'instant, le gouvernement a réagi. Donc, il n'est pas exclu que dans les jours qui suivent, qu'il y ait peut-être un deuil national qui soit organisé, un peu comme on a vu en Guaché, où après un deuil national qui était organisé, il y a eu des moyens qui ont été débloqués pour aider les familles. Il y a même le Premier ministre qui s'est rendu sur place pour présider une cérémonie dans ce sens. Donc, nous savons que le gouvernement prend très au sérieux ce qui s'est passé sur Tchang. Ils ont commencé à communiquer et nous savons qu'ils vont davantage communiquer là-dessus. Voilà, Serge Gauthier Danina, la question je vous la pose également. Pourquoi pas de deuil national jusqu'ici? Vous posez la question à la mauvaise personne. Pourquoi la mauvaise personne? Parce que je ne suis pas le communicant du gouvernement. Est-ce que vous comprenez qu'on n'en soit pas encore là à cette décision? Vous savez, moi j'ai un problème, Serge Alain. C'est vrai que sur le plan de la symbolique et de l'apaisement, de l'indignation, une journée de deuil national pourrait avoir une portée. Oui. Mais de façon concrète, ça ne résolvera pas le problème. Je vous explique pourquoi ça ne résolvera pas le problème, puisqu'on parle d'indignation. Quand vous faites un accident de circulation, c'est votre femme et vos frères qui restent, et vos enfants qui restent orphelins et veuves pour la femme. Donc,
trouver dans l'excuse rapide dans l'indignation, c'est être irresponsable soi-même, à titre personnel. C'est-à-dire que, et on a travaillé ici, dernièrement, on a eu une émission dans laquelle un cabinet d'études nous démontrait que 70% des accidents sont le fait de la personne humaine, 20% de la technologie, c'est-à-dire du matériel, et 10% de l'état de la route. Ça veut dire que quand on a un accident comme ça, les responsabilités nous engagent d'abord. On ne va plus les interroger, avez-vous dit? Vous avez raison. Mais maintenant, est-ce que c'est en faisant le procès ou alors en attendant la journée de deuil national que le chauffeur qui est censé savoir que son véhicule doit avoir un frein? Parce que ce que les gens disent, c'est qu'il a traversé une barrière de police, je suis d'accord. Oui. Mais ils oublient que même avec ce frein, il aurait toujours pu faire un accident avant. Donc, ça pose un problème de frein. Est-ce qu'un chauffeur conscient, qui sait qu'il a des enfants, doit être capable de sortir avec un véhicule dans la nuit sans système de freinage? Donc, en même temps, le gouvernement aura sa responsabilité. En même temps, nous devons interroger les gens. Les gens doivent être conscients de ce que, quand ils meurent, ils pénalisent les proches. Ils pénalisent l'entourage de leurs proches. Et maintenant, on s'en va donc dans le gouvernement lui-même qui a sa responsabilité globale, parce que c'est une faillite, c'est le révélateur de la faillite d'un système. Vous allez me dire, j'ai entendu ça et là qu'il fallait, en plus de la journée de deuil national, que les routes soient éclairées. Je ne sais pas si vous connaissez 2 axes qui ont peut-être 400 km dans le monde qui sont éclairés de bout en bout. Mais ce que moi j'ai envie de dire en termes d'analyse objective, c'est-à-dire au-delà de la politique, c'est que le budget de l'année 2021 est voté. Et que il faut donc se poser la question si en termes de cet investissement en éclairage, en éclairage routier, ça a été budgétisé. Sinon, on sera en train de faire un débat concernant cette affaire, cet aspect inutile. Parce que même si on le dit, on le fait comme proposition pour 2021, il faut savoir que ce ne sera pas financé parce que le budget ayant été voté, il y a des rubriques et des ressources qui ont été injectées, financées en fonction de cela. Mais il est important de dire à ceux qui nous gouvernent que la prévention, elle peut être réajustée. C'est-à-dire qu'on peut mettre un budget en termes de prévention en disant voilà les accents sur la prévention. Maintenant, c'est les lieux, c'est-à-dire les territoires qui changent. Là, maintenant, nous avons 2 accidents qui se sont succédés entre décembre et janvier, et qui nous ont déjà causé pratiquement 100 de morts. Il faut donc réajuster la stratégie en termes de prévention, en termes de sécurité, en termes de communication. Le ministère des Travaux publics qui est censé, parce que les gens disent que l'état de la route aussi a eu un impact dessus, lui aussi, pour que ça ne coûte pas cher, en procédure d'urgence, peut voir les petits tronçons, les petits endroits où ça dérange pour qu'on puisse faire tout cela. Le transport, les travaux publics et le commerce. Pourquoi le commerce? Qu'est-ce qui explique qu'on ait plus de 70 personnes dans un bus qui doit avoir cet effectif? Ça, c'est donc là où, quand vous parlez du silence du gouvernement, ces messieurs peuvent donc s'asseoir et nous dire, comme le budget a été voté et que nous ne pouvons pas éclairer les routes de façon permanente, nous ne pouvons pas de façon investie, de façon lourde, parce que le budget ne le permet pas, de façon circonstancielle ou périodique, voilà des aspects sur lesquels nous allons essayer de réajuster en investissant en termes de travaux publics là, sur les axes, sur les endroits qui sont dangereux, en renforçant les campagnes de prévention, de sécurité routière, mais également pour le ministère du Commerce en vérifiant un certain nombre de choses dans les agences en collaboration avec le ministère des Transports. Quand j'ai fini de le dire, je réponds à M. Aïssi qui disait qu'il constate qu'il y a à la fois une indignation sélective et qu'à un moment, il a l'impression que les politiciens, qu'il appelle aussi politicards pour certains, récupèrent toujours. Je vais vous dire non, monsieur Aïssi. Tout mort injuste mérite récupération. Tout mort injuste. Le cas ici, pourquoi on n'a pas parlé de votre oncle? Moi, j'ai ma tante qui est décédée.
que je vais énumérer ce week-end. Mais il n'y a pas eu de récupération du côté d'Indiki Meki. Oui, écoutez, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu. Et justement, vous êtes également là dans la condamnation sélective. Parce que vous avez pris le cas, vous avez dit, attends, je vous explique. J'ai écrit cette indignation sélective. Je vous renvoie le raisonnement. C'est un raisonnement que nous allons tous convoquer, nous allons voir ses limites. Vous dites que le fait qu'un policier, par exemple, ait subi un coup de fil, ce sont les mêmes gens. Ce n'est pas parce qu'un individu a appelé ou bien quelqu'un a acheté à l'ENAM que tout le monde, on doit laisser le dysfonctionnement exister parce qu'il y en a qui soutiennent. Le soutien n'est pas total. Il y en a, ils peuvent être en grand nombre. Mais rien ne prouve qu'ils constituent la majorité. Nous convoquons ici les défaillants du système que vous avez vous-même décrié. Je suis dans votre logique et je vous dis que ce n'est pas parce que dans le système, il y a des gens qui accompagnent ces dysfonctionnements qu'il ne faut pas les dénoncer. Puisque l'objectif global, c'est que ce système, ces malversations, ces défaillances systémiques disparaissent. Évidemment qu'il y a des gens qui s'en servent, qui s'en nourrissent, qui vivent de cela et qui en sont complices. Le fait qu'ils en soient complices n'empêche pas ceux qui ne sont pas complices de le dénoncer. Ça, c'est clair. Et le fait que vous soyez même complice de quelque chose n'empêche pas que lorsque votre femme, votre fille, votre soeur est victime de l'injustice à laquelle vous avez très souvent aussi participé, vous en soyez scandalisé. Justement, ça devient donc une indignation sélective. Ça devient une indignation sélective, mais l'objectif global, c'est lui qui est important. L'objectif global, c'est la disparition de la défaillance systémique de façon globale. C'est pour ça que nous, Opus, on est toujours dans ce qu'on appelle l'éducation. Parce que ce soit pour le politique, celui qui gouverne, qui dirige, qui prend des décisions, que pour nos citoyens lambda. Tout cela est là, c'est une question de crise de valeur. Et cette crise de valeur, c'est la conséquence du manque d'éducation que les uns et les autres ont reçu et à la base et dans la continuité. Parce que si vous avez bien été éduqué et que vous avez des modèles que vous avez su imiter, je prends souvent un exemple, on a eu la chance de rencontrer un jour un ministre de la République qui s'occupe de l'éducation, de l'enseignement secondaire. Qu'est-ce qui peut expliquer que sur les cahiers des élèves, on me met les photos des stars, des célébrités américaines qui sont nues? Alors qu'on devrait mettre la photo de Manu Dibango pour que le jeune élève de la CIL jusqu'en terminale cherche à savoir quelle est la trajectoire de ce monsieur. Mais c'est qui fait le choix des fournitures scolaires. Ce n'est pas le choix, ce n'est pas le contenu. Je pense seulement le contenant. Je pense seulement le contenant. Si vous proposez un mauvais modèle à votre société, vous la dévoyez. Si vous dites à votre fille qu'elle doit mal s'habiller parce qu'elle l'a vu, l'artiste américaine, en sachant que l'artiste américain, vous voyez les journaux People, ils s'habillent, ils ont des tenues de scène qui sont différentes de tenues de leur vie privée. Regardez tous ces artistes. Quand on les montre dans leur vie privée, ils se cachent, ils ont des bons jeans, même s'ils font ils font un effort de s'habiller décemment. Vous voyez, et on autorise quand même dans l'édition de nos cahiers quand même, c'est cela donc c'est un problème de crise de valeur et c'est tout ce problème de crise de valeur global. Merci cher monsieur, je veux qu'on revienne sur je vous ai parlé de la cérémonie organisée à l'ambassade du Cameroun en France. L'ambassadeur, le ministre plénipotentiaire Marcus Ekoumou a organisé cette cérémonie 2 jours après l'accident de Foréké-Tchan. Et vous dites que le communiqué suffit. Pourquoi au Cameroun, on ne s'est pas aussi arrêté un temps pour rendre hommage à ces morts? Là, je vous rejoins, enfin, je vous reconnais en tant que polémiste. Mais écoutez, en tant que polémiste? En tant que polémiste. Non, écoutez, c'est je vous en prie, il faut retirer ce mot. C'est pas de la polémique. Non, c'est une polémique. Non, c'est pas de la polémique, ce sont des faits. Vous permettez. Ce sont des faits. Non, je vous dis, ça c'est la diplomatique, permettez, c'est la loi. Oui. Si vous m'avez invité, c'est pour dire... Non, mais c'est pas pour dire ça. Non, c'est pas pour dire... Vous m'avez invité pour être désagréable. L'opinion anti-liberté, n'est-ce pas? Oui. Merci. Alors, je t'ai dit que le représentant diplomatique du Cameroun à Paris a le droit d'organiser ou d'orienter, n'est-ce pas, une cérémonie ou un événement qui s'est déroulé au pays selon ce qu'il pense. Oui. Et je pense que c'est à tout à son honneur. C'est la seule représentation c'est tout à son honneur. Cameroun à l'extérieur. C'est tout à son honneur. Oui. C'est tout à son honneur. N'est-ce pas, combien de fois on a mis le drapeau camerounais en berne pour les événements malheureux survenus sur notre territoire? Ça a changé quoi?
Donc il faut forcément que ça change quelque chose. Puisque combien de fois on a mis le drapeau camerounais en berne pour des événements malheureux, c'est-à-dire des accidents. Est-ce que ça a changé notre comportement? Est-ce que ça a changé le comportement? Est-ce que ça a changé le comportement des usagers sur la route? Est-ce que ça a changé le comportement des individus sur la route? Ça n'a rien changé. C'est-à-dire que nous sommes justement, tout à l'heure je convoquais un élément que vous connaissez, c'est un élément factuel, c'est-à-dire c'est un problème systémique, c'est-à-dire que chacun fait comme il veut, comme il entend, jusqu'à ce que surviennent les conséquences. C'est quand il y a les conséquences qu'il y a cette indignation, comme qu'il y a une indignation générale ou collective, je ne sais pas, comme vous voulez, mais moi je pense que tout à l'heure, je convoquais l'échelle des responsabilités. Peut-être que nous n'en sommes pas encore là. Ce camion, certainement, est parti de voilà sans problème. S'il était, et je suis certain que ce n'est pas la première fois que ce chauffeur, ce véhicule faisait ce trajet. Très souvent, nous avons eu affaire à des véhicules qui partent soit de l'ouest ou qui font le chemin inverse avec les médicaments de contrebande ou frauduleux dedans. Tant que ce n'est pas saisi, ce ne dit personne. Pourquoi seulement à l'ouest? Non, j'ai dit, puisque nous parlons de ce tronçon, oui. Moi je parle des choses que je connais. Je n'ai pas envie de citer, de donner des noms sur votre plateau pour des raisons évidentes. Moi je connais un opérateur économique dont les camions ont été saisis partant de l'ouest avec du chanvre indien. Alors qu'au-dessus il y avait, n'est-ce pas, de la ferraille. Et officiellement il avait une activité commune. Il a fallu que justement la police interpelle, il a fallu que la police ait ce qu'ils appellent le renseignement pour que ce camion soit interpellé. Et quand il a été interpellé, on a justement, c'est là on a constaté qu'il y avait des activités souterraines que cet opérateur économique, n'est-ce pas, pratiquait. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, tout ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé à Tchang, je dis, il faut s'incliner devant ces milliers de vies innocentes qui sont parties, alors que ça aurait pu être... Voilà, quand vous demandons, maintenant, vous dites que non, ça va rien changer. Non, ça change, mais la preuve c'est que... Mais pourquoi vous inclinez? Parce que la preuve c'est qu'il y a le oiseaux qu'on vend les oiseaux sur les routes de douane, n'est-ce pas? C'est connu, ça se passe au vu sur tout le monde. Mais que le jour que l'État ou le pouvoir public décide de les dégager, c'est les mêmes gens qui vont dire que non, c'est notre pain quotidien, c'est avec ça qu'on envoie les enfants à l'école. C'est vrai ou c'est faux? Mais il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit conséquent. Je n'ai pas envie, pas envie d'entrer dans les émotions. Il faut être froid, il faut présenter les choses telles que c'est pas. Parce qu'à un moment donné, lorsque les gens s'inscrivent dans l'illégalité, dans l'illicite, quand ça a des conséquences, on dit que c'est le gouvernement. Je suis d'accord qu'à un moment donné, le gouvernement, avec ce que vous appelez la tolérance administrative, c'est dangereux. Il faut qu'à un moment donné, il faut être proactif, il faut que, quand il faut sévir. Moi, je pense donc qu'il a fallu, et très souvent derrière les affaires des oiseaux, puisqu'il s'agit, je suis certain que ce camion était d'origine douteuse. Pourquoi ça a été transporté de nuit et pourquoi c'était escorté par des gendarmes? Justement parce que c'était pour éviter les tracasseries en route. Et je suis certain que ce camion appartient à quelqu'un de très haut placé. Donc c'est à peu près comme les activités de drogue. Nous connaissons les gens qui entretiennent ces réseaux. Donc je pense que quand vous m'invitez sur votre plateau, c'est pour parler des choses sérieuses. Il faut parler de manière très sérieuse. Donc parce que ces gens qui ont... Je suis certain que dans cette affaire-là, quand j'ai vu la liste des victimes, j'ai vu 3 ou 4 noms qui certainement sont des membres d'une même famille. Écoutez-moi, c'est pas drôle une telle situation. Donc je peux pas venir sur votre plateau pour m'amuser, pour jouer les hypocrites, pour faire dans l'indignation sélective, non. Ou bien pour faire dans la théâtrisation macabre, non, il ne s'agit pas de ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que les enquêtes sont en cours. Selon le communiqué du ministre des Transports, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Les enquêtes sont en cours, on les attend. Dans tous les cas, je pense que ces résultats d'enquête seront rendus officiels. Vous avez les résultats de Dikilmeki? Dans tous les cas, les enquêtes sont en cours. Ok, merci. Sur cette situation, vous vouliez
embrayer tout de suite dans les responsabilités. Tout à fait. J'étais donc en train d'expliquer tantôt que les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Nous avons la responsabilité de l'État, qui a déjà failli à son rôle de nous offrir des infrastructures routières qui puissent nous permettre de vaquer à nos occupations et qui puissent permettre à l'activité économique de décoller. Aujourd'hui, nous utilisons encore des routes qui datent de 40 ans ou de 30 ans, avec une signalisation parfois pas du tout existante ou très mal faite. Parfois, vous pouvez faire une centaine de kilomètres sans voir de lignes blanches. Parfois, vous pouvez faire une centaine de kilomètres au milieu d'une brousse qui n'a pas envoyé la route justement parce que les voitures passent par là. Ces routes sont mal entretenues parce que vous y retrouvez aussi les nids de poules, jonchés de nids de poules un peu partout. Donc l'État a failli à son devoir, à son rôle premier, et justement aussi parce que peut-être la politique ou le système de gouvernance ne permet pas à ce que ce problème soit adressé de façon convenable. Il nous rappelle que dans les différentes localités, pour défricher, comme on le dit, pour désherber la route ou bien pour faire n'importe quel travaux d'entretien sur la route, on va vous évoquer qu'il faut aller sur Yaoundé. C'est au niveau de Yaoundé que la décision va se prendre, c'est au niveau de Yaoundé que le budget va se décider, et ainsi de suite. Et il faut rappeler que ça fait plus de 20 ans que le gouvernement nous parle de décentralisation qui devrait être effective, qui devrait être fait cela. On a pris du temps à mettre sur pied des choses et la conséquence aujourd'hui, c'est que l'état de la route est dégradé, abandonné parce qu'on attend que Yaoundé prenne des décisions ou prenne des actions sur des éléments que localement, les élus locaux devrait avoir la main mise dessus pour résoudre ces problèmes. Ça, c'est le premier niveau de responsabilité. Le deuxième niveau de responsabilité, maintenant, ce sont les usagers. Parce que les usagers, prenant conscience du fait que nous avons un problème d'infrastructure, devraient être plus prudents et devraient être les premiers champions de la sécurité routière, de la prévention routière. Je vous prends un exemple. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que vous payez votre ticket de voyage normalement et que vous asseyez au couloir sur un banc en bambou? Qu'est-ce qui peut justifier ce fait? Qu'est-ce qui peut justifier le fait c'est pas vous qui acceptez qu'on vous mette là-bas? C'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut amener un Camerounais à accepter ça? Donc le problème aussi, c'est l'usager. Qu'est-ce qui peut amener un chauffeur de bus de faire plusieurs voyages que son organisme ne peut supporter? Il n'a pas peur, il n'a pas pitié pour sa famille. Qu'est-ce qui peut amener un chauffeur de bus à conduire un bus dont il sait que les freins ont des soucis ou alors que les phares ont des problèmes, sachant très bien qu'il va rouler de nuit? Pour le cas spécifique de Forêt Ketchan, vous avez suivi le chauffeur du gros porteur? Bon, j'ai pas suivi le chauffeur du gros porteur, mais ce qui est certain, c'est que l'agence est déjà en infraction. Oui, ça c'est vrai. Parce que le fait déjà de surcharger est l'arbre qui cache la forêt. Si on commence à creuser, vous allez vous rendre compte que peut-être le véhicule avait beaucoup d'autres problèmes et qui étaient dissimulés. Mais aujourd'hui, les solutions il raconte même, je crois le personnel, la gendarmerie, il est parti, c'est un système de freinage. C'est le gouverneur de l'Ouest qui l'a dit, système de freinage du camion. Du camion, bien évidemment. C'est lui qui vient percuter le bus, le gros porteur. Tout à fait, c'est le camion qui vient percuter le gros porteur. Oui. Donc ce que nous évoquons ici, c'est la qualité à la fois des infrastructures, mais aussi la qualité du suivi. Et la corruption. La qualité de suivi, la corruption a la conséquence de ce suivi, parce que quand un camion va à la visite technique, pourquoi est-ce qu'on le laisse rouler encore alors qu'on constate qu'il y a une défaillance? Quand ce camion traverse les postes de prévention routière, qu'on récupère le dossier et qu'on vérifie le dossier pour se rendre compte si effectivement il a la visite technique à jour, pourquoi est-ce qu'on le laisse continuer à rouler? Mais il me souvient que la prévention routière aujourd'hui ne font plus leur boulot, parce que si vous avez l'habitude de voyager sur les axes lourds du Cameroun, ce qu'on appelle axes lourds, qui sont des petites pistes bitumées là, si vous avez l'habitude de voyager, vous allez vous rendre compte que beaucoup de chauffeurs de camions généralement ne descendent même pas de leur véhicule. Il suffit juste qu'il envoie son motorball, comme on dit souvent, avec une sorte d'argent ou bien entre les mains. Il va juste saluer la main du gendarme. Il appuie la main du gendarme, il laisse l'argent et puis on le laisse continuer.
Est-ce que le gendarme ou bien le responsable de la prévention routière a pris sur lui le temps de faire son travail, qui est celui d'aller vérifier est-ce qu'il y a un extincteur dans la voiture, est-ce que sa visite technique est à jour, est-ce que ça, c'est autant de choses. Et aujourd'hui, nous demandons à la population d'adopter une attitude de prévention routière. Je vais prendre un exemple. Si je dois voyager et que je dois aller vers une agence, je dois me rassurer que c'est une agence qui normalement a des bus en bon état. Je dois me rassurer que si on doit voyager de nuit, je dois me rassurer, est-ce que le véhicule dans lequel on est en train de me demander de monter là, est-ce qu'il a même des phares? Est-ce que dans le véhicule on sera tout ça quand vous arrivez? Oui, toujours. La preuve. Vous vérifiez si le chauffeur a son quantième voyage? La preuve, ça dépend. Vous vérifiez? La preuve, il y a d'abord des principes que vous devez adopter. Première chose, éviter les voyages de nuit. Deuxième chose, donc vous êtes pour qu'on interdise les voyages de nuit? Je ne suis pas pour qu'on interdise les voyages de nuit parce que je sais que l'activité économique ne devrait pas s'arrêter. Celui qui voyage de nuit, c'est certainement parce qu'il avait des activités enduites. Oui. Et il n'y a eu le temps que dans la nuit. Mais je veux dire que si aujourd'hui, la société civile et beaucoup d'autres acteurs prenaient le problème de la prévention routière à bras le corps, je vous prends un exemple. On serait arrivé à un niveau de transparence qui voudrait, quand vous arrivez dans une agence, que le programme, le planning de travail de chaque chauffeur soit affiché. Que vous savez que M. Bruno Photo qui doit me conduire là, j'ai vu son programme. Il a fait un voyage aujourd'hui, ça c'est son deuxième voyage. Ça doit être transparent et clair pour tout le monde. L'état des véhicules peut être aussi transparent et clair pour tout le monde. La prévention routière peut d'abord commencer au niveau de l'agence. Au niveau des agences. C'est-à-dire qu'avant que le bus ne sorte là, qu'on ait eu le temps de vérifier que le bus qui sort a sa visite technique à jour. Okay. Et on évoque ces solutions parce que les vrais parce qu'on a déjà une défaillance au niveau des infrastructures et que pour résoudre le problème d'infrastructure va nécessiter certainement va nécessiter du temps, c'est-à-dire qu'à moyen et à long terme, et va nécessiter des ressources que nous n'avons pas peut-être pour l'instant. Mais pour l'instant, ce qu'il faut faire à court terme, c'est de faire la promotion de la prévention routière et d'amener les usagers à adopter des attitudes, des habitudes de la prévention. Avant de voyager, prenez des précautions, refusez d'être surchargé. Si vous prenez un bus et qu'en chemin vous vous rendez compte que le chauffeur se comporte mal, vous n'êtes pas obligé de continuer le voyage, vous pouvez vous arrêter. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est cette complicité-là qui fait en sorte qu'on se retrouve dans un bus à 80 au lieu de 70. On va se dire, on va faire comment? On se retrouve dans un bus avec un chauffeur qui met le volume peut-être à 100 et qui roule à tombeau au vert. Il frappe dans les dos, là, vous sautez à l'intérieur du bus. On est seulement là, on dit qu'on va faire comment? On dit, on prie Dieu. C'est cette attitude laxiste qui conduit notre pays à laxiste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un pays qui a près de 26 millions d'habitants, avec plus de 10 millions qui sont en âge de voter, dont à peu près 6 millions sont inscrits sur les listes électorales et donc moins de 4 millions vont chaque fois aux élections présidentielles, vont chaque fois voter. Vous comprenez qu'on est en face d'une population qui a besoin d'éducation, de pédagogie. On est en face d'une population qui doit comprendre qu'ils sont principalement responsables aussi de ces genres de drames que nous vivons. Ok, merci. On accueille Pierre-Emmanuel Bignam, bonsoir. Bonsoir. Voilà, la thématique est claire, le silence du gouvernement face au drame de Tchan. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, parce qu'il y a un débat, il y a des personnes qui se demandent pourquoi toujours pas une journée de deuil national? Bon, je tiens d'abord à remercier le président élu, Maurice Kamto, qui a initié une mission, une délégation qui est descendue sur le terrain à Sanchou, sur le lieu de l'accident, et qui est allée auprès des familles endeuillées et a rendu visite à ceux qui sont encore dans les hôpitaux pour leur apporter le soutien du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je tiens à tirer le chapeau président élu parce que l'un des pactes que nous avons dans le MRC, c'est le pacte de solidarité, c'est-à-dire que nous avons l'obligation de venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Pour ce qui concerne l'attitude du gouvernement, ce n'est pas une surprise. Le gouvernement camerounais a démontré à suffisance à travers le chant qui se déroule sur notre territoire que la vie des Camerounais ou les vies des Camerounais sont banalisées aux yeux de notre gouvernement. Raison pour laquelle jusqu'à ce jour, ce drame est passé inaperçu. Nous avons observé dans les différents stades où les quarts de finale ont eu lieu, personne n'a observé une seule minute de silence. Nous pensions que notre équipe nationale des Lions A', eux au moins, pouvaient porter des brassards noirs pour manifester leur solidarité et leur indignation par rapport à cet accident. Rien n'est fait. Donc tous ces événements montrent à suffisance que l'État du Cameroun
ne se préoccupent pas au premier chef des vies des Camerounais. Ce n'est pas le bien-être des Camerounais et la vie des Camerounais n'est pas leur préoccupation première. Ils ont d'autres objectifs certainement dont nous ne maîtrisons pas. Tout à l'heure, j'ai suivi M. Sanfodieu qui disait qu'il fallait éduquer la population camerounaise, il fallait regarder la pression des pneus, il fallait se rassurer. Ça, c'est le voyageur qui doit se rassurer que est-ce que le chauffeur qui veut le conduire a déjà fait 2 ou 3 tours. Je pense qu'il est en train de décrire un autre Cameroun. Et son exposé confirme tout simplement que l'État a démissionné dans ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire le régulateur de l'activité économique. C'est l'État qui devait mettre sur pied les agents, les organes et les mécanismes qui permettent à ce qu'il y ait ce contrôle dans les agences. Il y a ce contrôle dans les agences à partir des cahiers de charges que l'État devait confier à chaque agent de voyage à son ouverture. Ce n'est pas au voyageur qui est pressé, qui a un certain nombre de choses à faire là où il est en train d'aller vérifier que le chauffeur qui est en train de le conduire a-t-il déjà fait combien de tours aujourd'hui depuis Douala, Bafoussam, Douala, d'aller regarder la pression des pneus, d'aller regarder ceci. Et même lorsqu'il l'aurait fait, c'est ça qui va empêcher que la voiture commence à sauter clopin sur les nids de poules qu'il y a tout le long de nos axes routiers, nos axes nationaux. Le problème est plus profond que ça. L'État de Cameroun a fui à tous les niveaux. L'État de Cameroun a fui dans sa capacité à offrir au peuple camerounais des infrastructures routières requises de dernière génération, ne serait-ce qu'au niveau de la CEMAC. L'État a fui dans sa responsabilité de la mission de contrôle pour ce qui concerne la sécurité routière. L'État a fui également dans sa mission de formation du personnel de chauffeurs qui sont en charge de... Parce que j'ai suivi un documentaire où un expert démontrait que une grosse proportion de nos chauffeurs qui travaillent dans les agences, qui conduisent les gens, n'a pas une bonne vue. J'ai même suivi cette émission sur Equinox Soir. 90% n'ont pas une bonne vue. Alors, qu'est-ce que l'État fait pour remédier à cela? Et voilà des gens qui n'ont pas une bonne vue, et dont l'État ne se rend même pas compte que 90% des chauffeurs des agences de voyage n'ont pas de bonne vue, et ils voyagent la nuit. Alors, l'État a fui à tous ces niveaux-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Nous pensions que, au moins, l'indignation manifestée par l'État était la dernière chose qu'il leur restait à faire et la dernière preuve qu'ils aimaient encore les Camerounais. Mais même cette indignation, ils ont fui même dans l'indignation. C'est-à-dire qu'ils ont même voulu camoufler ce drame qui a eu lieu à Tchang. De sorte que les équipes nationales de football étrangères qui sont venues séjourner au Cameroun pour le CHAN, je ne sais pas si le but de l'État était que ces équipes ne se rendent même pas compte ou ne sont même pas au courant qu'il y a eu un tel drame qui est en train de provoquer près de 60 morts aujourd'hui. Alors, la question qu'on se pose, ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ont-ils encore du cœur? Je ne sais pas. Oui, d'abord, Serge Gauthier Nanina, et suivi Pierre-Emmanuel Bignam. Est-ce que l'État n'a pas à l'entendre? L'État n'a pas de considération pour les Camerounais, pour tout ce qui se passe? On a voulu cacher ce drame-là aux étrangers? Je ne suis pas l'avocat de l'État, comme il de l'État ici. Tout le monde je viens de dire que cet accident et plusieurs autres étaient le révélateur de la faillite du système. Mais je voudrais également dire que le chauffeur qui refuse de vérifier son véhicule, lorsqu'il faut mourir, ne va pas être immunisé de la mort parce qu'il faut attendre l'État. Que ce soit celui du bus, que ce soit celui du camion. Ça veut dire que la mort, d'abord, là, on l'assume à titre individuel. Et donc la responsabilité, avant d'être celle de l'État, concernant la vie, sa vie, est d'abord une responsabilité première, sa responsabilité première. Maintenant, il y a des ingrédients et des artifices autour de la sécurité de cette vie. C'est-à-dire que si vous-même vous êtes assuré de votre propre vie, un adversaire ou un interlocuteur peut être lui-même un
un élément catalyseur de ce que vous la perdiez. C'est à ce moment-là que l'État intervient. Je veux dire simplement que si vous vous assurez votre véhicule en règle, vous êtes prudent, et que l'autre de son côté n'est pas prudent parce que ou son véhicule n'est pas en règle parce que l'État a failli, à ce moment-là, mais la responsabilité commence par soi. De deux, moi je ne voudrais pas qu'on fasse le tabou des voyages de nuit. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il y a une situation qui crée les morts, il n'y a pas de tabou dessus. Voilà, c'est tout un dossier, on peut revenir là. On va d'abord écouter Albert Anatole ici qui voulait réagir sur, après les propos de... Oui, disons que mon copain m'a ravi, m'a coupé l'herbe sur le pied. Voilà. C'est-à-dire que je dis quelque chose quand même. Non, permettez, hein, c'est l'heure du journal, c'est promis, on va revenir après le journal. Cédric Moufele, il est là. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Sajalan, bonsoir aux invités. Ce soir, tous les regards sont tournés vers le stade Limbe qui doit abriter dans quelques instants une rencontre choc, un duel de fauves qui va déterminer le participant à la finale de cette compétition, le CHAN édition 2021. Quelle est l'ambiance à l'entrée du stade? Nos envoyés spéciaux ont fait le déplacement pour Limbe afin de pouvoir décrire cette montée de température, cette ferveur populaire autour des Lions indomptables à prime, déterminés à rugir face aux Lions de l'Atlas, détenteurs du titre de champion du CHAN. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et c'est un ancien Lion indomptable, une gloire du football camerounais qui ne vivra pas cette rencontre. Ona Norbert, décédé dans la misère totale à Douala, dans des conditions choquantes. Nous reviendrons sur le parcours de ce Lion indomptable et comment Equinox s'était mobilisé à travers Regard Social pour attirer l'attention sur son cas de plus en plus pathétique durant ces dernières années. Et cela n'a pas suffi à pouvoir lui sauver la vie. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous parlerons également dans l'escale internationale de la préparation des élections présidentielles en Afrique centrale. Au Congo-Brazzaville, l'Église catholique est très inquiète des conséquences d'un système électoral inique. Et au Tchad, c'est l'opposition qui annonce une coalition face au maréchal Idriss Déby Itno dans la perspective des élections présidentielles. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, messieurs, dans une trentaine de minutes, donc, ce sera la suite d'Equinox Soir, c'est-à-dire la deuxième partie réservée au débrief du journal. C'est le débrief du journal, toujours en compagnie d'Albert Anatole Haïssi, Serge Gauthier, Onanina, Sop Amin Fodieu et Pierre-Manuel Bignam. Pierre-Manuel Bignam, vous avez regardé le journal de Cédric, vous avez vu Norbert Ouna. Quelques heures après son décès, il était toujours couché dans ce qui lui servait de demeure. Et la coïncidence de ce décès aujourd'hui, c'est que les Lions indomptables à prime sont en train de se battre sur l'arène pour la qualification à la finale du CHAN. Oui. Et c'est en ce moment qu'un Lion indomptable qui a fait partie de l'équipe de la CAN de 1972 vient de tirer sa révérence. Nous nous inclinons face à cette nouvelle triste. Et cela nous interpelle tous, et au premier chef l'État qui est garant et même de nos sportifs, parce que c'est l'État qui est garant de tout le peuple camerounais. Je remercie Samuel Eto'o qui avait manifesté quand même une solidarité envers cet ancien Lion, parce que je me souviens que Samuel Eto'o avait pris en charge sa première opération chirurgicale qui a été un succès d'une hernie dont il souffrait. Et il y a eu beaucoup d'élan de solidarité, mais ça n'a pas suffi. Alors, il faudrait que l'État prenne toutes les dispositions pour tout au moins accompagner les anciennes gloires pendant leur retraite à avoir quand même une retraite qui pourrait les mettre à l'abri du besoin. Parce que quand on regarde les conditions dans lesquelles il est décédé, on se demande si ce monsieur a joué dans les Lions indomptables ou pas.
c'est vraiment déplorable. Il faut quand même reconnaître que c'est Equinox Télévision, à travers son programme Regard Social, qui a permis de mettre la situation, ce que vivait Norbert Ouna, en lumière. Tout à fait. Je remercie effectivement également Equinox, qui est toujours en train de venir en aide aux Camerounais, en train de mettre en lumière ce qui est dans les ténèbres. C'est effectivement Equinox qui a déniché ce cas, qui s'est penché dessus et qui, à travers Regard Social, a suscité l'élan de solidarité nationale. Et c'est même à travers ça que Etofis a également été en contact avec lui. Donc, je pense que Equinox continuera toujours à informer les Camerounais, à tirer l'attention de l'État sur ce qui ne marche pas dans notre pays et à venir en aide aux nécessiteux. Vraiment, c'est déplorable. Mes condoléances à toute sa famille biologique, à la famille sportive du Cameroun et à tous les Camerounais par rapport à ce lion indomptable que nous avons perdu. Mais mon souhait, mon vœu, c'est que comme il est déjà à côté de Dieu, qu'il lui dise qu'il faut que les Lions à prime soient qualifiés en finale. C'est mon vœu. Voilà. Serge Gauthier, j'ai dit tout à l'heure dans l'échange avec Cédric, un autre lion indomptable. Ça pose on a vu Mbom Ephraim de la grande épopée de 82, on a vu comment ça s'est terminé avec Mbom Ephraim. Je suis tenté de dire, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est le système de l'État, mais le système au-delà de l'État. Là, avec une question centrale, que faisons-nous de nos héros et de nos légendes? Oui. Ou bien avons-nous une gestion des héros et de nos légendes à géométrie variable? Lorsque c'est un gradé de l'armée ou un militaire d'un certain rang, d'un officier qui décède, il a droit, même lorsqu'il est à la retraite, d'honneur militaire. Lorsque c'est un lion indomptable qui s'est battu pour le rayonnement de l'image du Cameroun dans la scène internationale, il meurt tristement et dans l'anonymat. Que faisons-nous de nos héros et de nos légendes? Permettez, je vais vous prendre un cas spécifique. Benjamin Massing est décédé le jour de la finale de la Coupe du Cameroun. Ce jour-là, il n'y a même pas eu droit à 1 minute de silence. À 1 minute de silence. Ça pose aussi un problème, donc c'est pour ça que je le dis. Il est décédé un dimanche matin et la finale se disputait dans l'après-midi. Même pas 1 minute de silence. Benjamin Massy. Et vous comprenez qu'au-delà même de l'État, c'est un problème du point de vue de ceux qui gèrent le football. Je vous dis, Serge Alain, aujourd'hui, la FECAFOOT, nous sommes en train d'organiser un CHAN. Oui. Nous allons participer à une CAN et à une Coupe du Monde éventuellement. Nous allons même participer à une Coupe du Monde. Quand on y participe, on a souvent au moins 2 milliards et poussières. Aucune politique de prise en charge, d'honneur à ceux qui apportent de l'argent à ce football. C'est pour ça que je dis gestion même au-delà de l'État, de tous ceux qui sont acteurs. Il y a une association des professionnels, des anciens joueurs, des équipes nationales au Cameroun, qui sont au courant, qui ne réfléchissent que sur les positions de pouvoir, les avantages à avoir. Mais quelle est la politique de l'accompagnement des anciennes gloires que eux, ils ont pris? Et quelle est la politique qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire un plaidoyer, mettre la pression à l'État pour que l'État aujourd'hui les prennent en charge, les considèrent comme il se doit. C'est autant de choses, autant de questions, et c'est vraiment décevant. Décevant que pendant qu'on joue justement un CHAN, pendant que d'autres lions sont en train de se mouiller, de se démener, en ce moment-ci où le temps est en train de s'arrêter au Cameroun, qu'un de nos valeureux lions indomptables tombe de cette manière, et que ce soit dans l'anonymat. Un autre lion avait d'ailleurs fait la promesse de lui apporter. Et Samuel Eto'o, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant parce qu'il peut-être entreprenait les démarches concernant la construction de son habitat, de sa maison, mais vous savez, ça prend du temps. Je suis obligé de vous interrompre là, parce que les nouvelles ne sont pas rassurantes. Du côté de Libé, déjà 2 buts. Yeah. Comment ça?
2 buts en notre avantage ou en... Bon, il faut qu'on soit clair. Sommes-nous menés? Avons-nous égalisé? Les Marocains mènent 2-0. Ben, moi, je vais vous dire une chose, c'est la première mi-temps. C'est cela. Nous ne sommes pas encore... Je suis Camerounais, j'ai le fighting spirit. Donc, et je communique, je ne peux pas dire à d'autres Camerounais de se décourager. Non. Premièrement, je pense que, et c'est à ce moment que les Camerounais, ceux qui sont là, ceux qui aiment le football, de l'entraîneur et ces joueurs qui mouillent le maillot, et ceux qui aiment aller dans les vestiaires, c'est le moment de montrer, de faire une union sacrée. Justement. Autour de ces lions indomptables. Maintenant, en se disant, en même temps, la stratégie, la tactique du coach, les mots intéressants, c'est-à-dire le counseling sera important. En même temps, nous devons avoir une union des cœurs autour de tout à l'heure pour que, à la deuxième période, il y ait au moins une égalisation de tout cela et que il vaut mieux qu'on nous batte au tir au but, mais pas comme ça sur tapis vert. Et je crois que ce ne sera pas le cas. Vous avez dit l'essentiel, hein, c'est encore la première mi-temps, malheureusement. Il veut réagir, Sophodie, sur Ronan Norbert ou bien sur ce qui vient de Limbé? De toutes les façons, je veux réagir sur Ronan Norbert, sur ce qui vient de Limbé et ce qui concerne notre football. En vérité, c'est une triste nouvelle. Je saisis l'occasion pour adresser les condoléances à la famille qui est éprouvée, à toute la famille du football pour cette perte. Le décès de ce valeureux lion indomptable nous rappelle que le Cameroun depuis 2017 attend une certaine couverture santé universelle qui était annoncée et promise à grande pompe. Je me rappelle à ce discours de fin d'année, le chef de l'État disait qu'il a instruit au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que la couverture universelle soit rapidement mise en œuvre. Ça c'est en 2017, nous sommes aujourd'hui en 2021. Ça, c'est déjà relégué au dernier plan. Jusqu'à présent, les populations souffrent. L'accès aux soins de santé reste et demeure suffisamment très élevé. Il y a des gens qui meurent dans les domiciles, dans les hôpitaux, par manque de prise en charge. Parfois, pour des médicaments qui ne coûteraient pas grand-chose. Quand vous allez à l'hôpital, si vous n'avez pas d'argent avec vous, sachez que vous allez pour mourir. Parce que là-bas, personne ne vous prendra en charge. On vous dira déjà de payer une consultation, je pense qu'il coûte 10 000 ou 15 000. Pour ce qui est de l'hôpital privé, public, ça peut être 1 000 francs ou 2 000 en fonction de ce qu'on te dira d'aller acheter un carnet, un truc de ce genre. Mais on ne te prescrira pas un médicament qu'on va te donner pour que tu payes après de toutes les façons. Et aujourd'hui, pour des cas qui sont souvent un cas social, qui sont souvent des cas graves, ou peut-être une jeune demoiselle a accouché à l'hôpital, parfois on donne du médicament et après à la fin, on séquestre la concernée et le bébé. Donc aujourd'hui, le problème, le décès de ce lion indomptable, comme bien d'autres décès dans notre pays, nous interpelle sur la nécessité pour le gouvernement de véritablement instaurer cet accès à la santé universelle. Ce serait une réalisation non négligeable. Maintenant, pour revenir sur ce qui se passe à Limbé, je voudrais tout simplement encourager nos différents lions indomptables. Je suis sûr que le miracle est possible. Nos différentes équipes ont déjà eu à surmonter des scores et des situations beaucoup plus compliquées comme ça. Je me rappelle qu'on a déjà eu à jouer à 10 et qu'on a pu surmonter des scores comme ça. Je me rappelle de Sydney, donc tout est possible. Oui, mais il est aussi temps de décrier la situation que traverse notre championnat, que traverse notre football. Le football a été pris en otage par une mafia qui la gangrène, qui la tue et qui depuis longtemps ne veut pas la lâcher. Nous avons eu beaucoup de crises. On nous a annoncé un comité de normalisation qui était chapeauté par un très grand agrégé en droit, mais malheureusement la montagne a accouché d'une souris. Aujourd'hui on se retrouve avec une normalisation qui doit être encore normalisée parce qu'après il y a une élection en 2018 de Sédou qui aujourd'hui est contestée, qui aujourd'hui n'est plus président, qui est intérimaire, et qu'au même moment il y a eu des bagarres entre le président contesté. D'une seule normalisation, là. Il y a une deuxième, je crois. Oui, je veux dire qu'entre-temps, depuis 2018, on est venu constater en 2020 que c'était une assemblée générale, une élection qui n'était pas normale, qui n'était pas légitime. Donc du coup, tout est à refaire.
et le fameux président doit assumer l'intérêt. Mais je me souviens qu'au même moment, ce président a eu beaucoup de combats avec le général Pierre Semengue pour le contrôle de la Ligue, qui a fait en sorte que la Ligue ait traversé des moments très difficiles. Donc aujourd'hui, les joueurs qui sont en train de se battre, qui sont les joueurs de ce championnat local, sont des joueurs qui n'ont pas eu la capacité de s'exprimer, qui n'ont pas eu la capacité de développer leur talent. Parce que le football est pris en otage par des individus qui ne voient que leurs propres intérêts. Vous savez au moins qu'il y a eu une deuxième normalisation? Oui, je veux dire, la première et la deuxième normalisation n'ont rien apporté au football. Tout simplement parce que la volonté qui est derrière n'est pas une volonté de construire, est une volonté de prise en otage. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'en fout de l'intérêt collectif. Vous vous rendez compte que quand nous allons à un championnat, c'est pratiquement 2 milliards qui rentrent dans nos caisses. Mais finalement, c'est pas à quoi on soit eu à servir les 2 milliards. On se rappelle que de toute cette journée, il y a des documents qui circulent sur les réseaux sociaux où le MINAT a donné l'étendue du territoire pour interdire la tenue de l'Assemblée générale d'une fédération qui est affiliée à la CAF et à la FIFA et dont les textes prévoient comment l'Assemblée doit être organisée, qui l'interdit. Et d'un autre côté, on a vu une note venant du tribunal, je parle des Kounou, qui était en train de taxer de nullité ou bien de constater la nullité d'une assemblée générale, alors qu'au même moment, quand on consulte les textes de la dite fédération, on se rend compte que ces différents organismes sont, ne sont pas compétents à parler du problème de la FECAFOOT. Donc, c'est la preuve de ce que... Donc, pas selon les textes. Oui. Parce qu'il faut lire les textes. Les textes qui comptent, c'est pas Abdourahmane, c'est pas une histoire d'Abdourahmane. Oui, je dis celui qui a fait cette sortie. Exactement. Donc, depuis des années, le football est pris en otage. Et au même moment que le football est pris en otage, les différents acteurs de ce football sont relégués au dernier plan. Si vous regardez aujourd'hui le Cochan ou le Cocan, vous verrez que c'est des organisations qui sont truffées, remplies de fonctionnaires, qui sont venus pour gérer des budgets. Pourtant, les valeureux lions indomptables qui sont toujours battus pour nous rapporter une certaine fierté nationale et pour nous rapporter de l'argent dans ce pays sont relégués au dernier plan. Aucun plan pour les accompagner. On s'est rendu compte que, rendez-vous compte que tout récemment, il y a des logements qui avaient été promis aux lions indomptables de 90. C'est-à-dire que plus de 20 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, quand il a fallu honorer à cet engagement, à cette promesse, ça a encore été des problèmes. Pourquoi avons-nous attendu 30 ans? Pourquoi? Est-ce qu'il manquait de l'argent? Est-ce qu'il manquait des moyens pour le faire? Aujourd'hui, quelle est encore la promesse du gouvernement qui peut encore être respectée ou qui peut avoir de l'impact au niveau des Camerounais? Donc, il est important aujourd'hui que ceux qui ont pris en otage le football camerounais, qu'ils se retirent, qu'ils laissent le football aux footballeurs parce qu'ils sont les premiers à dire qu'il faut laisser la politique aux politiciens. Ok. Voilà, Albert Anatola ici. Serge Gauthier, on en a évoqué une espèce de 2 poids 2 mesures. Les lions, il a parlé de l'armée qui sont bien pris en charge, mais quand il s'agit des lions, même parmi les lions indomptables, on a vu le capitaine et voilà aussi un autre qui est mort dans le dénuement le plus complet. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est ce qui arrive à certains lions. Je préfère dire certains lions. Tout le monde a vu les images de Wuna Norbert dans Equinox. Oui, et là, on le voit encore là, son corps qui... Oui, c'est Jaloto. Nous vivons les mêmes drames dans le milieu du sport. C'est le cas avec Monsieur Wuna. Oui. C'est le cas dans le milieu culturel. Nous avons beaucoup d'artistes qui font danser, qui ont fait danser, qui font danser, qui continuent de faire danser, même outre-temps, n'est-ce pas, des mélomanes qui sont morts dans le dénuement total. Nous avons l'habitude de parler des pommes des ordres, même une scène de la presse, dans les médias, nous avons des journalistes qui meurent, qui décèdent, qui dans le dénuement le plus total. Je pense que nous sommes dans un problème systémique. Je pense que pour parler du football, puisqu'il s'agit, c'est ça la question, vous avez convoqué quelques gloires qui sont mortes justement, qui sont allés dans le même dénouement. Je pense que aujourd'hui, tout à l'heure, je rejoins mon panéliste qui évoquait que
En fait, au Cameroun, ceux qui parlent du sport, ceux qui disent du sport ne parlent pas du sport, ils parlent de tout, mais sauf du sport, sauf du football. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des individus qui polluent l'espace footballistique, c'est pas pour parler du sport ou du football, c'est pour parler de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, que l'État devrait organiser ce milieu-là, du moins à donner une certaine dignité aux anciens gloires du sport camerounais d'une manière générale. Parce que il y a beaucoup de milliards qui sont détournés chaque année. Vous avez des doublons, vous avez des faux diplômés à la fonction publique qui perçoivent de manière indue l'argent du contribuable camerounais. Cet argent devrait servir, à mon sens, à apporter un peu de dignité à ceux-là qui ont été les porte-étendards de la diplomatie camerounaise. Parce que quand vous êtes un homme de culture, quand vous êtes un sportif, quand vous êtes un journaliste, vous êtes un porte-étendard de la diplomatie. Rayonner. Voilà, donc je pense que ces gens, aujourd'hui, nous sommes en train de par rapport aux nouvelles qui viennent par exemple de Limbé, nous sommes tous émus. C'est-à-dire nous sommes frileux de cette situation. Mais pourquoi est-ce que demain ces acteurs ne seront plus sur la scène? On va les oublier, ils seront oubliés. De l'autre côté, il y a aussi un problème même de gestion de carrière. Parce que, personnel? Si. Parce qu'au-delà de ce que l'État peut ou ne peut pas faire, il y a également un problème de gestion de cette carrière. C'est-à-dire que lorsque vous avez eu la possibilité ou la grâce ou le privilège ou l'avantage d'avoir eu quelques sujets, il faut investir. Aujourd'hui, je suis certain que lorsque vous regardez, n'est-ce pas, certains acteurs de l'épopée de 90, certains ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a qui coupent dans la galère alors qu'ils ont eu un peu de sous. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'argent dans le milieu du sport, dans le milieu du football que maintenant. En 94, en 2000, tout ce que vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, vous avez un problème de gestion de carrière. Il faut donc, à un moment donné, c'est vrai que l'État a sa partition à jouer, c'est-à-dire dans l'encadrement de ces légendes-là, que ce soit du football, que ce soit des intellectuels, de l'intelligentsia camerounaise, que ce soit au milieu de la culture, que ce soit au milieu de tout ce que vous voulez. Je pense qu'il faut d'abord une organisation personnelle. Ok, voilà, rapidement, vous occupez avant le journal, il nous reste très peu de temps. Voilà, vous occupez avant le journal, je vous ai promis, vous donnez la voilà, parole. maintenant, j'étais sur le point de dire que, pour revenir là, à la thématique centrale, oui. On ne peut pas faire tout porter au gouvernement parce qu'il y a la responsabilité. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une échelle de responsabilité. Nous avons des routes, elles sont ce qu'elles sont. Mais nous avons aussi la responsabilité même des usagers de la route. Parce que lorsque je regarde les éléments, que je crois que je les ai vus sur Equinox, l'endroit où s'est produit le drame à Djan, c'était pas un endroit qui avait des nids de poules. C'était pas un endroit qui n'avait pas de signalisation horizontale. Ça veut donc dire qu'il y a un problème au niveau du comportement des usagers de la route. Tout à l'heure, j'ai convoqué justement la corruption au niveau même des centres de visite technique. Voyez-vous, M. Mignam, il a une voiture. C'est-à-dire que très souvent, quand les très pressés qui se rendent dans un centre de visite technique et que lui, on découvre quelques anomalies sur son véhicule, il a tendance à soudoyer. C'est ce qu'il fait, M. Mignam. Non, pas lui, c'est un exemple. Ah, ok. Non, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont tendance justement à soudoyer justement le personnel de ces centres-là. Oui. Or, ce qu'ils oublient, c'est que quand vous soudoyez le personnel en charge du contrôle technique, c'est à vos risques et périls. Parce que lui, il va... Parce que le personnel, lui aussi, est obligé d'accepter. Non, je vous dis, le premier responsable, c'est vous. Parce que c'est votre voiture. Mais vous pouvez dire non à la corruption. Non, je vous dis que le premier responsable. Est-ce que vous êtes obligé? Vous avez une voiture. Oui. Maintenant, c'est vous le responsable. Parce que c'est la même chose avec le policier qui est dans la rue. Vous savez qu'il y a des gens qui refusent les pots de vin, non? Il faut aussi l'admettre. Il y en a aussi qui ne voit pas seulement le corrupteur. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'il y en a qui refusent. Et c'est lui qui refuse, vous l'insultez. C'est aussi la vérité. Moi, j'ai encore. Parce qu'il vous montrer qui travaille plus que lui. Voilà. Nous sommes des Camerounais, c'est correct. Ça excuse. Est-ce que ça. On sait comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est bien pour le décrire quand ça se tourne mal, comme je disais tantôt, mais nous avons nos petites habitudes que nous entretenons au quotidien. Oui, ok. Et je voudrais vous prendre un exemple. Oui. J'ai sur votre, il y a une route qui passe, là où vous prenez la route chaque matin, il y a un gazoduc avant juste avec au niveau de Socavert. Oui. Il y a une maman là qui grillait son maïs sur un gazoduc.
Et elle voit bien écrit derrière, c'est écrit derrière elle, gazoduc. Mais elle glisse son maillot, mais juste ça va péter, ça sert la responsabilité de qui? De ceux qui la laissent faire. Non. Exactement. Non. Pourquoi? La première Est-ce que vous avez attiré son attention, vous qui passez par là? Oui, plusieurs fois. Ok. Plusieurs fois, je l'ai fait en tant que citoyen, en tant que journaliste. Non, Est-ce que vous pensez en passant, oui. En passant le matin, j'étais un coup d'œil. Ok. Voilà, Saint-Gauthier Nanina, et en première partie, vous avez dit qu'il n'y a pas de tabou sur les voyages de nuit. Oui, rapidement. Alors, très rapidement, et je vais conclure une fois parce que je ne vais plus revenir. Je voulais dire que lorsque quelque chose devient un problème, il faut interroger ça de fond en comble, sans complaisance. Ça dit qu'il faudrait peut-être penser à encadrer les voyages de nuit. Oui. Si c'est dans tous les cas, c'est déjà un début de réflexion. Parce qu'on se rend compte que concernant la circulation routière principalement, sur un type d'axes principaux, les voyages de nuit, les accidents les plus lourds se font dans la nuit. Du coup, le voyage de nuit devient un problème, qu'on le veuille ou pas. Et il faut donc le questionner. En questionner les tenants et les aboutissants. Est-ce que si ça avait été en journée, dans les mêmes conditions, ce voyage, cet accident aurait eu lieu? Donc c'est pour ça que je disais, il ne faut pas faire un tabou. Je voulais également dire à M. Aïssi que rien n'est figé concernant les habitudes, tout est dynamique. Vous savez, le Rwanda et même le Ghana, c'est le Ghana que je voulais évoquer, était un pays autant corrompu que nous étions dans le top 3. Aujourd'hui, quand vous empruntez le taxi au Ghana, vous payez le taximan pour une destination. Si vous lui donnez plus d'argent qu'il n'en faut, quand vous sortez, il klaxonne et vous dit please, you have paid more. Ça veut dire que vous avez payé plus. Mais si vous le faites dans le même au Cameroun, vous lui donnez 2000 et qu'il ne sait pas, vous n'avez pas négocié avant, les 2000 entrent dans la poche. Rien n'est dynamique, rien n'est figé. Donc on peut changer cela. Ça commence donc par une responsabilité personnelle. Et je dis, la responsabilité personnelle que vous convoquez ne doit pas excuser les mauvais écarts, Quand on dit soignons-nous, on se soigne de façon totale, y compris en prenant ce qui est mauvais ou bon. Donc, première des choses, notre responsabilité à nous. Deuxième des choses, ceux qui nous gouvernent, que chacun fasse son travail. Que chacun fasse son travail, que nous fassions notre travail en tant que politiciens, que ceux qui sont des chauffeurs vérifient l'état de leur véhicule, qu'ils disent la vérité à leur patron, que ceux qui sont dans le gouvernement, quand on leur dit que la route est mauvaise ou elle est étroite, qu'ils apprennent à écouter, à discuter, le dialogue social, à écouter l'opinion, la population. Ok. Oui, merci. Je voulais dire une dernière chose rapidement. Oui. Par rapport à ce que Albert Anatole a dit concernant la dame qui brûle le maïs, qui grille le maïs sur un gazoduc. La question que je vais poser, c'est que s'il ne s'agissait pas de cette dame et que c'était une marche que le MRC avait organisée sur ce gazoduc, est-ce que cette marche aurait prospéré? Je dirais non. Il y a longtemps que le MINAT aurait déployé la force publique, puissance publique, pour dégager cette marche et l'empêcher d'avoir lieu. L'État est garant de la sécurité et la sûreté des Camerounais. C'est mon dernier mot. Ok, comme pour dernier mot, je vais peut-être suivre Emmanuel Bignard et dit exactement que l'État est garant de ce qui se passe. L'État est responsable de nous offrir des infrastructures à même de nous permettre de vaquer à nos occupations et de contribuer à l'essor de notre économie. Mais toutefois, je vais dire, l'État... Le gouvernement, ceux qui gouvernent. Voilà, de façon plus pratique. Mais toutefois, il serait pour l'instant indiqué d'interpeller les usagers pour leur dire que nous allons chaque fois nous plaindre du gouvernement, mais vous serez déjà mort si vous-même vous ne prenez pas le soin de veiller sur vous-même. On va décrier toutes les mauvaises choses que le gouvernement aura fait. On aura étalé toutes leurs limites. On aura dit qu'ils n'ont pas communiqué comme il le fallait, mais vous serez déjà mort. Donc les premières personnes qui sont responsables de leur vie, c'est vous.
Quand vous allez à l'agence, n'acceptez pas qu'on vous surcharge. Quand vous devez prendre un bus pour voyager, rassurez-vous, vous avez le temps, il s'agit de votre vie. Posez des questions, parce que votre vie dépend de vous, même si l'État est responsable de nous. Voilà, merci Sophodé, merci. Merci Serge Gauthier, on a Nina. Vous pouvez aller voir le match. Hein? Merci. Voilà, merci Pierre-Emmanuel Bignan. Merci Albert Anatola ici. Voilà, plaisir partagé, madame, monsieur. Bonsoir. Bonsoir Limbé. Hein?